aujourd'hui avec moi. C'est très important pour moi parce que ça fait beaucoup d'années que je suis à la ferme Saint-Siméon. Je suis arrivé en 87. J'en suis reparti pour terminer ma formation, mais par des courts passages. Je suis parti en 88, je suis revenu en 89 et puis je n'ai plus bougé jusqu'en 93 où j'ai encore fait un petit ajout de formation personnelle. Et puis voilà, donc je suis en gros présent dans cette maison depuis 87 et j'en suis tombé amoureux. Moi je viens du midi de la France. Et donc quand j'ai découvert cet endroit, j'en suis tombé amoureux comme beaucoup de gens célèbres et pas célèbres d'ailleurs. Voilà, donc en fleurs, ce qui m'a plu, déjà, tout ce qui m'a plu dans cet endroit, c'est d'abord le fait que ce soit une maison qui ait une histoire, une belle histoire, et puis que ce soit une gestion familiale. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, plus qu'un grand groupe, où j'avais été à Paris, dans les grandes maisons que j'ai fréquentées. C'était cette histoire de gestion familiale parce que pour moi, on s'investit tous, il y a ce côté vraiment équipe. C'est une grande famille, la ferme Saint-Siméon. Voilà, et puis ça a été finalement toute ma vie, puis ça continue de l'être, et puis j'espère pour longtemps. Donc, pour en parler des peintres, enfin je ne vais pas vous faire comme je fais, on travaille parfois avec les journalistes sur vraiment de l'histoire de l'art. C'est juste pour avoir un petit aperçu, je ne vais pas vous saouler, hein. Pas de souci. Hein. Et puis, se rendre compte, en fait, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'il faut beaucoup d'humilité parce que je me rends compte que plus je crois savoir, plus on croit savoir, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. En fait, chaque fois, je découvre encore des trucs. Alors, c'est très, très important de noter une chose. On fait partie du contrat Destination Impressionnisme. Et ce contrat qui est géré par l'État, est reconduit chaque année parce que c'est très positif sur tous les points importants de l'impressionnisme en France, donc en région Île-de-France et en Normandie. Donc ça nous permet de rencontrer des gens assez extraordinaires dans le cadre de colloques, de conférences, que ce soit à Paris, à Rouen ou ici, ou voilà. Et donc ça c'est quelque chose, quand j'aurai des petites invitations, etc., enfin je vous les partagerai parce que je trouve que c'est très important. Moi-même, j'y puise beaucoup d'informations, toujours des choses que je ne sais pas, que je redécouvre. Parfois, je fais une erreur sur une année. Il faut toujours un petit peu, arranger les choses. Donc ça, je vous invite vraiment à vous intéresser et puis je vous aiderai dans les différents services en vous forwardant l'info. Donc la ferme Saint-Siméon, ça a toujours été une histoire familiale. Aujourd'hui, c'est la famille Bolen, mais ça a été, dès son ouverture au XVIIe siècle, une gestion familiale. C'était une ferme-auberge. Une ferme-auberge, donc à l'époque, on a ceci et ceci. La chaumière qui est un peu plus bas, hein, qui ne nous appartient pas, qui est un très beau cottage maintenant. J'espère qu'un jour, on l'aura. Parce que ça, c'est les terres de Saint-Siméon. Alors, pourquoi la ferme Saint-Siméon? Parce que sur ces terres, donc il faut bien noter qu'on est sur un lieu-dit, Saint-Siméon. Les terres sont très importantes. Elles vont presque jusqu'à la mer, pas tout à fait, jusqu'à l'autre lieu-dit qui est le Butin. Plage du Butin, phare du Butin, et anciennement manoir du Butin, qui est manoir des impressionnistes maintenant. Et les terres, elles remontent également. Toutes ces propriétés que vous avez là ont été rajoutées à la fin du 19e siècle, 1890, 1900 et au début du 20e. Et sur ces terres, vous aviez une chapelle, qui est la chapelle de Saint-Siméon. Et cette chapelle se trouvait donc un petit peu plus loin, mais toute proche. Elle est tombée... Bonjour David. Elle est tombée à la première moitié du XVIIe siècle. Elle s'est effondrée dans un éboulement de terrain. Donc il a été récupéré, cette statue amputée que vous avez là. Sur ce lieu-dit de cette chapelle, où il y avait aussi une maladrerie, hein, où on soignait les gens qui avaient la lèpre.
il y avait cette chapelle de Saint-Siméon. Sur ce lieu-dit, il y avait une ferme-auberge, la ferme de Saint-Siméon. Voilà, vous avez l'origine. C'est important parce que vous pourrez communiquer ça aux clients. Les clients vont être intéressés par cette information-là. D'où vient le nom? Et lorsqu'elle s'est effondrée, cette fameuse chapelle, la duchesse de Montpensier, qui avait des terrains sur la côte de Grasse à côté de son manoir, son château, a donné toute une portion de terre très importante où Honfleuret pour qu'on puisse construire la chapelle de Grasse, qui a donc été construite après cette première moitié du XVIIe siècle, pour que les Honfleurais puissent avoir un autre lieu de culte. Voilà, ça c'est pour l'histoire du nom. La ferme Saint-Siméon, c'est donc une auberge où on vient, on va, on rentre, on va changer les chevaux se reposent, et c'est un peu un relais de poste aussi, mais on s'y régale, c'est une auberge quand même. Hein. Son histoire, elle va commencer à partir de 1840 avec les Anglais. Des peintres vont venir ici, Turner en a fait partie, Bonington et d'autres, dont je ne sais plus les noms. Mais une petite troupe vont venir ici parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une lumière un petit peu particulière, un peu spéciale à la ferme Saint-Siméon. Et donc, ils commencent à s'intéresser à ce qu'on va commencer à appeler la peinture en extérieur. Alors ça, c'est une petite révolution qui est en train de naître et qui va vraiment s'augmenter au cours du temps. D'une part, ces peintres se rencontrent ici, ils sont 2, 3, puis 3, 4, puis un petit groupe. Ça, c'est une chose qui existe toujours aujourd'hui chez les artistes. Moi, j'ai un beau-frère qui est artiste peintre. C'est comme ça. Il se rencontre dans un salon, il est à Gand, en Belgique, et puis il va rencontrer d'autres artistes et il dit ouais, c'est intéressant de travailler, on pourrait aller travailler sur la Meuse, paf, on va travailler sur la Meuse, pourquoi, etc. C'est ce qui s'est passé ici. Ils vont faire des émules, et donc bien sûr les Français vont s'y intéresser. Eugène Boudin, bien sûr, qui est natif de Honfleur, il est né en 1824 à Honfleur, il va bien sûr venir en voisin, lui. Et puis, tout ce petit monde va se grossir et s'intéresser surtout à ce nouveau mouvement, cette nouvelle envie qu'ils ont de peindre en extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument aux antipodes de la peinture jusqu'alors, qui était une peinture académique, classique. On représentait des sujets religieux ou de la mythologie. Ou des ruines qui n'existent parfois pas. Tout ça un petit peu au léché. On a l'impression que c'est vraiment très, très, très photographié, par exemple. Eux, c'est pas du tout ce qui va les intéresser. Ils vont commencer à s'intéresser à la lumière. Il faut savoir que ça sont tous des chasseurs de la lumière. Vraiment, on peut dire ça de Claude Monet. C'était vraiment un passionné, un chasseur de la lumière. On va se rendre là-bas pour bien comprendre, ce que vous pourrez expliquer d'ailleurs aux clients également, pourquoi il y a cette lumière. Bon, aujourd'hui, elle est un peu grise, c'est un peu fermé. Mais cette lumière a intéressé les artistes aussi. On a des tableaux, j'ai en tête des tableaux de Monet peints à Rouen qui représentent cette lumière avec ses différents gris. Mais on va mieux comprendre en étant là-bas. Sur la Seine, c'est ça. Ah oui, alors donc, là, on se rend face à l'estuaire de la Seine. Bon, je suis désolé pour les talons. Mais pour bien comprendre, il faut venir là. Alors ça, je vous montre ça. Toutes ces années où j'ai été ici, j'ai été entre autres enchanté par cet espace-là. D'ailleurs, je le suis encore ce matin, même avec cette lumière-là, que certains pourraient trouver trop grise. Mais en fait, comme si vous regardez bien la lumière, elle est très différente. Il y a du léger, il y a un rose léger, c'est pas un gris plombé, c'est vraiment très particulier, c'est très aquarelle aujourd'hui. Quand je suis arrivé, que j'étais tout jeune, je me tenais dans ce salon derrière
Et j'ai rencontré eh bien, la propriétaire de l'époque, Madame Bollen, la grand-mère de Paul et de Ralph. Et il y avait une exposition itinérante au salon. Il y avait des chevalets avec des toiles de Bouissou, enfin des artistes des années 60, 80, d'Illet aussi. Et il y avait, je me rappelle, un tableau qui représentait l'estuaire de la Seine avec différentes teintes caramel et chocolat. Et j'avais dit à Madame Bollen-Mère, je lui avais dit, mais oh là là, mais c'est une drôle de couleur, hein. Quelle drôle d'idée d'avoir peint cette couleur-là sur cet estuaire bleu. Oui, moi quand je le vois, on est au mois de mai, il est bleu. Et elle m'a dit, mais Xavier, vous le verrez comme ça. Elle change tout le temps. Je l'ai vu comme ça des tas de fois. J'ai vu des centaines de milliers de tableaux sur ces 35 ans, changeants. Certains parfaitement, forts. Il y a des teintes qui sont spécifiques aux saisons également. Et ensuite, dans la journée, ça change. Lorsqu'on a les plus beaux couchers de soleil, à mes yeux, c'est vraiment au mois de juin. J'ai souvent dit aux réceptionnistes, mais des dizaines et des dizaines de fois, j'arrête, allez regarder, je reste là, si le téléphone sonne, il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Et donc, les filles, elles allaient regarder et admirer ce coucher de soleil avec des teintes indigo, des rouges, etc. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Le matin, avec une lumière rasante. Et puis, c'est ce que je ne connaissais pas, moi, sur la Côte d'Azur, ces ciels avec ces nuages qui sont... les ronflerais continuent d'appeler les ciels à la boudin, d'ailleurs. Donc, c'est des petits nuages ronds, un peu lenticulaires, qu'on voit qui précèdent les perturbations ou suivent les perturbations. Donc, il y en avait quelques-unes. Hein. Le climat a changé, d'accord, en 35 ans, le climat a beaucoup changé, mais voilà, la Normandie reste la Normandie. Et donc, pourquoi cette lumière est extraordinaire ici? Vous voyez, il y a une raison géographique. C'est parce qu'en fait, plus ou moins selon la saison, le cours de la Seine, le chemin de la Seine, est exactement celui du soleil. Et donc ça donne une lumière spécifique où l'eau est finalement illuminée de plein fouet à tout moment de la journée. C'est-à-dire que cet estuaire, moi je viens de l'estuaire du Rhône, l'estuaire de la Gironde, sont des très belles places, c'est très beau, mais c'est différent. Déjà, il est pas très large à côté de l'estuaire de la Gironde, le fleuve ne roule pas tant de limon, donc on n'est pas sur ces fameuses teintes de chocolat dont je parlais tout le temps en permanence, ce qui est le cas de beaucoup d'estuaires. C'est unique. Et ça, les peintres, ils vont le remarquer. Et c'est ça qui va les enthousiasmer. En Normandie, d'ailleurs que ce soit sur l'estuaire ou à l'intérieur des terres dans le pays d'Auge où je vis, c'est un enchantement permanent. Donc eux, ils vont vraiment vouloir travailler là-dessus. Le but, c'est de rendre la vibration, l'idée du moment tout de suite. Les personnages sont esquissés. C'est ce qui va beaucoup déplaire à la première exposition en 1874. Ça va énormément déplaire ça. On va dire, qu'est-ce que c'est ces peintres avec leurs impressions, ces impressionnistes, ça c'est les critiques d'art. Les critiques d'art, hein, c'est comme les critiques culinaires. Hein. Nous, dans notre métier, voilà, je veux dire, ils sont parfois complètement à côté de la plaque, bien sûr. Et ils vont donc avoir beaucoup de difficultés. Ce sont des hommes qui ne vont pas être exposés, qui vont donc vendre très difficilement. Boudin, lui, va vendre, bien sûr, parce qu'il va s'attacher à ce qui va plaire en peignant certaines aquarelles ou certains portraits de personnes de la haute bourgeoisie ou de la noblesse. Donc voilà, il va arriver à vivre un petit peu, mais tous ces peintres, ils n'ont pas le sou. Et ils se retrouvent ici, avec des notes de la ferme Saint-Siméon. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour payer? Eh bien, à l'époque, donc de 1840 à 1870, il y a une autre famille. Hein, au long des siècles, il y a toujours une famille. Et cette famille-là, c'est la famille Toutain. Donc, on a la mère Toutain, dont vous avez bien sûr
entendu parler. La mère Toutain, sa fille, son fils, son mari, et puis toute la petite équipe qui est autour. L'auberge, elle est assez grande pour l'époque. Au 19e siècle, c'est grand. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin très suivi par déjà la route, les routes de l'époque, avec les carrosses, les calèches, les fiacres, etc., les chevaux qui passent depuis Paris, Rouen, pour se rendre à Trouville. Deauville n'est pas encore vraiment connue. Deauville, elle commence sa vie à la toute fin du 19e siècle, et surtout, elle a son histoire au début du 20e. C'est ce que j'explique toujours aux clients, parce qu'il y a ce phénomène un peu mondain, disant je viens en Normandie, je vais voir Deauville. Bon, Deauville, c'est une jolie petite ville, c'est une jolie plage, mais enfin bon, il y a d'autres richesses de sites à voir avant Deauville. Et Honfleur, quand on connaît Honfleur, on regarde Deauville avec beaucoup de... Voilà, bon, c'est un peu, je dirais, comme Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, pour ceux qui connaissent. Saint-Jean-de-Luz, c'est une merveille absolue. Bon, voilà. Donc, ils viennent, toutes ces personnes viennent ici. Le bâtiment, à l'époque que vous avez derrière, est chômé. Il a été recouvert d'ardoise, ce bâtiment, en 1905. Et parce qu'il y avait toujours cette idée qu'il y a toujours un risque avec le feu, les orages, etc. Je les ai connus, ces ardoises, quand j'ai connu l'hôtel en 86, en fait, quand j'ai vu la ferme Saint-Siméon la toute première fois, il y avait encore ces ardoises qui étaient vraiment très délabrées. La famille Bollen a pris la décision, la belle décision. On a eu le choix, lorsqu'il a fallu restaurer ce bâtiment exactement à l'identique. Ça, c'est un bâtiment qui est absolument tel qu'il était autrefois. On a eu le choix de le faire rechaumer ou recouvrir d'ardoise. Évidemment, ils ont opté pour le chaume, avec un chaume d'une très grande qualité. C'est les Compagnons de France qui l'ont fait. Je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était en 94. Donc, vous voyez, un chaume très, très, très épais, parce qu'ils n'ont pas tous cette épaisseur-là. Je les ai vus faire, ils mettent avec des tasseaux. Voilà, ça c'est le bâtiment qu'ont connu les peintres. À l'époque, c'est un dépotoir agricole. Il y a des clapiers, il y a les lapins, les poules rentrent à l'intérieur, sortent comme elles veulent. Il y a un truc intéressant, il y a l'alambic. Parce qu'ici, il y a tous ces pommiers là, mais il y en avait avant, il y en avait après. Donc, on faisait les cidres, ils faisaient fermenter le jus, ils avaient leur jus de pomme, on faisait le cidre et on distillait le cidre. Il y avait l'alambic qu'on sortait à l'époque. Donc, on a un daguerréotype de cette époque-là qui est sur une ancienne carte de bar. Je ne sais pas s'ils ont eu connaissance de cette carte, il faudrait que je vous la sorte, ça, elle est en papeterie, où on a un daguerréotype. Il y a le mec qui est en train de distiller, c'est très intéressant. Donc, c'est ça qu'ils ont connu, les impressionnistes, à cette période-là. Ils se réunissent tous ici, ils n'ont pas d'argent. La mère Toutain gère son équipe. Les mères, c'est un peu... en Bretagne aussi, on connaît ça, c'est des sacrées bonnes femmes. Elles ont du caractère, elles sont des maîtresses de maison hors pair, elles sont à la fois chefs de cuisine, gouvernantes, directrices, elles ont toute une série de casquettes et elles sont très importantes, c'est elles qui font tourner la maison. Les hommes, n'oublions pas, il y a de l'agriculture, c'est une ferme auberge. Donc elle vit un petit peu, elle est assez autonome. On sort avec la charrette et l'âne pour aller sur le port d'Honfleur chercher les crustacés, les poissons. Charrette qui sera immortalisée plus tard, en l'hiver 1865, par Monet, avec la charrette ou la route sous la neige. Il y a deux appellations, je préfère la deuxième. La route sous la neige, en l'hiver 1865, on voit la charrette. En fait, il a planté son chevalet sur la rue Adolphe, ce qui est maintenant la rue Adolphe Marais, qui était l'ancienne route de Trouville. C'était le seul accès. Ça n'existait pas. La mer venait jusque-là. Les travaux de navigabilité qui ont été faits pour rendre la Seine plus propice à recevoir des très gros vaisseaux ont fait que l'eau s'est retirée, laissant une espèce marécageuse qui est une zone protégée. Comme vous le savez, j'encourage beaucoup nos clients à aller faire du jogging là, ou simplement marcher avec les enfants.
J'y ai mis des signes, là, ça sont des signes. Et cet espace est protégé. Ça, c'est un truc dans le Midi, moi d'où je viens, qui n'existerait pas. Hein. Le Normand, il est pour le respect de l'environnement. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, ici? On aurait fait une marina. Ça aurait été blindé de building. Donc c'est vraiment, c'est ça aussi qui est merveilleux en Normandie, c'est le respect de la nature. Et l'hôtel en est vraiment la représentation, avec le jardin que Paul a créé derrière, qui est ce jardin en permaculture, et qui n'est qu'un début, mais qui est une chose absolument magnifique. C'est ce respect du Normand pour les belles choses, les bonnes choses, la bonne cuisine, le respect de la tradition, l'accueil. C'est un peuple qui a toujours accueilli du monde, contrairement à d'autres peuples en France, qui étaient en France profonde, qui ont moins vu un brassage de population, comme on voit en Normandie depuis des siècles. Donc, nos petits peintres sont ici. Ils n'ont pas le sou. Alors, Monet, qui fait partie du groupe, a de temps en temps sa famille qui paye pour lui ses séjours, notamment sa tante, le cadre. Mais les rapports avec sa famille ne sont pas toujours faciles. Son père n'est pas pour l'art. Ça reste compliqué. L'art de tout temps, encore aujourd'hui. Donc il a des rapports qui sont assez houleux. Et donc parfois, il n'a pas non plus de quoi payer. Comme ses compères. Alors bon, il y a tous ces noms que vous trouverez sur l'histoire de la ferme Saint-Siméon, Yonking, Corot, Courbet, Cals. Et donc, la mère Toutain, elle les adore, ces petits peintres, ça sont un peu ses enfants, donc elle va les chouchouter et elle les régale des recettes de l'époque. Son saumon à l'oseille est une référence, paraît-il. Son poulet valet d'auge, les crevettes, etc. À la fin des séjours, qui ne sont pas des séjours d'une nuit ou deux nuits, hein, c'est des séjours d'un mois, de 2 mois, lorsqu'ils doivent payer, s'ils n'ont pas le sou, eh bien, elle leur dit, c'est pas grave, je te fais crédit. Ou alors, les peintres lui proposent des toiles. Et donc, elle prend ça. Et d'ailleurs, dans ce domaine de ce qui est fait à l'intérieur de la maison, il faut savoir que la ferme Saint-Siméon, elle a été littéralement taguée. De partout, il y en avait. Et pas seulement des peintres, mais aussi des petits journalistes, des écrivains, Baudelaire qui venait en voisin. Sa maman avait la maison Bijoux qui était à côté. Ils vont peindre et écrire sur les portes des chambres, les portes des placards. On devrait renouer avec cette tradition, vous ne croyez pas? Ta maman serait contente. Et donc elle les accueillait, quoi. C'était vraiment. Donc ici, ils ont eu tout pour que ça fonctionne. Leur nouvelle idée de travailler dehors, en extérieur, est de peindre non plus une personne, mais un arbre, la mer, la prairie, les pommes et éventuellement des personnages. Quand vous verrez des personnages, ils sont toujours esquissés. Ça, c'est commun à tous les impressionnistes. Ici, on a de très belles représentations de Cals, qui a beaucoup travaillé ici dans cette partie-là. Donc à l'époque, il faut savoir qu'ici, il y avait des tables en bois avec des bancs. Et il s'installait sous les pommiers pour boire du cidre, déjeuner, voilà. Et donc Cals a représenté des personnages au déjeuner à la ferme Saint-Siméon, un petit peu plus loin, avant le pressoir. Bon, ce pressoir-là n'existait pas. Donc ça, en sortant un petit peu de l'aspect historique, on évite quand même de dire aux clients, comme je l'ai parfois vu, ça c'est une nouvelle aile qui n'existait pas. On va casser du rêve. Et ça, c'est pas très bien. Nos clients viennent ici aussi, bien sûr, pour 1000 raisons, mais surtout des raisons romantiques. Vous verrez, vous l'avez tous vu, j'imagine, des couples en voyage de noces ou des demandes
de mariage. C'est vraiment un espace romantique où on vient avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, de génération en génération. J'ai connu plusieurs générations comme ça ici. Et donc, on vient aussi pour le rêve, pour la nature, pour le calme. Ça, c'est les 5 Cérellet Châteaux. On ne va pas y revenir. Hein. Mais il y a aussi tout ce côté merveilleux. Ce bâtiment a été créé en 85. Ça, c'est pour l'histoire réelle. Hein. J'ai fait l'ouverture lorsque je suis arrivé. Les poutres sont des poutres anciennes, les tommettes sont des tommettes anciennes, ce qui fait que on ne voyait pas de différence entre les tommettes réelles ici et les tommettes de l'autre côté, évidemment, puisque c'est des matériaux de récupération, les cheminées, etc. C'est comme cette très belle cheminée qui est au sein des Lys, dans l'espace qui a été gardé. L'espace historique a été gardé, la cheminée ici a été mise, c'est une cheminée qui est une cheminée de récupération, ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé aujourd'hui. Donc on évite de dire que ça n'existait pas. Ça c'est pour vous que je le dis, c'est intéressant de penser que je vous dis la vraie histoire. Hein, pour moi vous êtes ma famille, hein, voilà. Donc on regarde un petit peu ici, vous comprenez les impressionnistes, vous enlevez cela, et il y a ici, sur le côté, donc un peu en retrait, je dirais à peu près entre ces deux rayons de pommiers, ces deux allées de pommiers, il y avait un bâtiment à colombage et avec du chaume. Il y faisait un froid pelant, et c'est la bonne saison pour imaginer ce que ça pouvait être. Ça n'était pas chauffé, et donc on y servait déjeuner et dîner à la belle saison. Ça, c'était au 19e siècle. Donc en fait, on peut considérer que ce qui a été ici, à cet espace-là, il n'y avait pas d'étage. C'était un bâtiment de plein pied où a été reconduit, comme moi j'ai connu le pressoir. On peut le reconsidérer comme cela. Aujourd'hui, le pressoir a été rehaussé, vous le savez tous, hein, bien sûr. Mais il va garder ce côté authentique du bois et de la pierre. C'est ça qui est important. Donc, revenons à nos petits peintres. Ils sont dans une situation où ils peuvent produire beaucoup, parce qu'ils sont bien nourris, ils sont bien chouchoutés, ils ont cette lumière qui est changeante, ils travaillent, ils ne sont pas trop loin de Paris, ça compte aussi pour les expositions, pour les rencontres. Ils vont aussi à Londres, il y a toujours les Anglais, il y a toujours eu un rapport avec les Anglais à ce sujet-là. La Normandie est un peu anglaise, hein, n'oublions pas, dans son histoire. Et donc, ça va être des années et des années de merveilleux. Je crois qu'on va rentrer à l'intérieur, on va regarder un petit peu les salles d'hôtes et je vais vous montrer quelques toiles. Ouais. Bon. Ici, c'est un salon intéressant. Ce salon que vous voyez ici, donc moi, quand je l'ai connu, il y avait au niveau de la poutre ici, il y avait une petite cloison de bois avec une porte coulissante qui donnait là, qui avait été rajoutée dans les années 50. Donc elle fermait un petit peu ce salon et qui a été rouvert par la famille pour lui redonner l'aspect qu'il avait autrefois. Ce salon, il est intéressant. Déjà par les tableaux qu'il a, si vous voulez, ce très beau tableau, les herbeaux, c'est tout des postes impressionnistes. Le Gernèse qui est derrière, sur la cheminée, et le Grune. Ça, c'est un petit salon pour la petite histoire. Cette famille qui habitait là, il y a donc la vie de tous les jours. Avec les convives, avec les peintres, la vie de tous les jours, elle est parfois très drôle, gaie, et puis elle est parfois triste, elle est parfois tragique. Et ici, il y a une petite histoire tragique et je vous le raconte parce que je me rends compte que c'est très peu... Bonjour Jean-Marie. Elle est très peu racontée, très peu de personnes qui savent ça, c'est une petite anecdote. Et l'autre jour, j'ai une journaliste qui a dit à Mélissa, « Alors oui, le salon des horreurs ?» Et donc elle est restée comme ça, elle dit « Il y a le salon des horreurs !» En fait, le salon des horreurs, c'était là. Ça, c'était baptisé le salon des horreurs par la mère Toutain. Pourquoi? Il y avait qu'elle qui l'appelait comme ça. Pourquoi? Parce que
un jour, les impressionnistes, donc ils laissaient des toiles, ils peignaient les portes, etc. Allez voir le musée Boudin, c'est important de visiter le musée. Je pense que vous l'avez fait, vous rendre c'est sûr. Le musée Boudin recèle encore, la précédente conservatrice, elle a retrouvé des portes qui avaient été peintes à la ferme Saint-Siméon, donc des portes de placard. Voilà, c'est intéressant. Donc les peintres essayaient de lui faire plaisir à la mère Toutain. Et ils ont décidé, à un moment donné, ils étaient 6 ou 7, de se réunir ici et de peindre une fresque sur un mur. Un mur qui est derrière ici. Et donc ils vont peindre une fresque. Et qu'est-ce qu'ils vont peindre? Alors on peut imaginer qu'ils vont peindre des arbres, la mer, l'eau, voilà, que sais-je, les pommiers. Ben non, ils ont peint le jugement dernier. Oui, c'est incroyable. Alors on sait tout ça parce que, évidemment, autrefois, les lettres, aujourd'hui il y a les textos et les emails, mais les lettres ça y allait autrefois, donc ils écrivaient tout ça. Donc on a le détail. Ils ont peint le jugement dernier avec du rouge, du noir, des couleurs très flash, très, très, très dures. Les damnés qui tombaient en enfer, enfin un truc assez infernal, qui était grand sur le mur à côté. Et ça a été peint dans la journée, enfin dans l'après-midi. Il y a une tenture qui avait été mise pour attendre cette inauguration de cette fresque. Quand la fresque a été dévoilée au public, donc aux convives de l'époque, tout le monde a regardé, la mère Toutain a regardé, ok. Il manquait une personne, son fils. Son fils était épileptique. Ça a de l'importance. Il était épileptique et puis il aimait bien la boisson. Et il faut savoir qu'il a été... pourquoi il n'était pas là? Il était sur le port, en train de faire ce qu'on fait très souvent sur un port, boire. Et donc il a dégusté pas mal de pintes de Calvados, certainement. Quand il est revenu le soir, tard, il n'y avait plus personne ici. Il a vu, à la lumière des candélabres, il a vu la fresque. Et il a eu peur. Il a fait une crise de délirium tremens. Et il est tombé par terre. Il est mort devant le tableau, devant le mur. Et donc, pour le peintre, pour la mère Toutain, c'est devenu le salon des horreurs. Et donc, elle a fait badigeonner, elle a fait enlever la fresque. Voilà, ça c'est un truc qui existait. Je ne sais pas si on peut aller de l'autre côté, peut-être au pigeonnier, à l'estuaire s'il y a du monde. Donc, de grandes salles d'hôtes. Il existait des restaurants de luxe à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, où on avait des tables de 2, 4, 6 personnes. Ça, n'oublions jamais que ça n'est pas un château, c'est une excellente table, mais ça n'est pas un restaurant de luxe. C'est une ferme-auberge. Et il y a donc, dans la ferme-auberge, des tables d'hôtes, des salles d'hôtes et des tables d'hôtes. Des tables d'hôtes dans l'esprit de celles que vous avez de l'autre côté au pigeonnier, vous connaissez tous, cette magnifique table de chêne, c'est ça. Donc on s'installe, qu'on soit la duchesse ou quelqu'un qui vient juste avec son cheval pour se rendre à Rouen, tout le monde mange à la même table. Et donc, dans ces salles d'hôtes, ils vont aussi laisser des toiles ou accrocher des œuvres qui sont en cours qui sont parfois pas terminées. Et on a par exemple ici, ce tableau est un tableau de Cals, Félix Cals, c'est un original. Donc j'ai des journalistes souvent, et ils me l'ont redit l'autre jour, j'ai eu un petit tournage comme vous le savez. Mais comment ça se fait, vous les laissez? Mais mon Dieu. Oui, mais ici, à la limite, ils sont actuellement, aujourd'hui, au XXIe siècle, ils sont moins en danger que dans les musées, avec tous les radicaux qui leur balancent de la sauce à la tomate ou qui se collent dessus. Non, mais c'est un truc dingue, ce truc-là. Et donc, les impressionnistes ou les post-impressionnistes, comme Grune, qui a vraiment souvent fréquenté la maison. Ça, c'est Madame Grune au jardin. Et c'est des tableaux qui sont phares. Vous avez des Kosmoski, vous avez Gros Sala qui est ici, avec sa fille dans les jardins de la ferme Saint-Siméon. Et en fait, les jardins, c'est juste là. Donc, en fait, ces terrasses existaient. Au XIXe siècle, c'était herbeux, comme à côté. Et ça va être tout le temps
où il y a vécu la famille Toutain. En 1870, il va y avoir un changement de propriété. Il faut savoir que la mère Toutain, la famille Toutain, elle est gérante. Elle s'occupe du lieu. Elle loue la ferme à l'année. Elle n'est pas propriétaire. Ça a beaucoup d'importance. Parce qu'en 1870, il va y avoir un changement de propriétaire. Et le nouveau propriétaire s'appelle M. Schall. Et M. Schall, il a déjà, sur le quai des Passagers, l'hôtel du Cheval Blanc. Vous voyez cet hôtel, n'est-ce pas ? Il existait déjà à cette époque-là. Toutes les chambres, elles sont tournées vers le port. C'est quai des Passagers. Pourquoi ? Parce que les bateaux arrivaient là, surtout les bateaux qui venaient du Havre. Il y avait des va-et-vient entre le Havre et Honfleur, et puis voilà. Monsieur Schall va vouloir récupérer son bien, et ça va être un petit peu son jouet. La mère Toutain, elle va être remerciée. On va lui dire, bon ben voilà, il faut que vous partiez. Alors il est parti. Mais il est parti en emportant tous ses tableaux. N'oublions pas qu'elle en avait beaucoup. De l'autre côté, vous regarderez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on ne peut pas y aller, il y a des clients, mais au Pigeonnier, je pense au Pigeonnier parce qu'il faut en parler aussi, au Pigeonnier, il y a différents très beaux tableaux. Il y a des Gernaises aussi. Il y a une école de Barbizon, qui est le pendant pour l'impressionnisme. On ne parle pas d'école de Honfleur, on parle plus de rencontre de Saint-Siméon dans le monde de l'art et de l'école de Barbizon. Donc il y a une école de Barbizon à côté, à gauche quand on rentre. Et surtout, il y a au mur un lièvre. Vous avez peut-être vu cette nature morte. Un lièvre qui est un lièvre de Cals. Ça a été peint à la ferme Saint-Siméon pour la mère Toutain. Voilà, ça fait partie des choses qui ont été récupérées. Et beaucoup de choses ont été récupérées dans les musées. Musée d'Orsay, musée Eugène Boudin, bien sûr, à voir absolument. Oui, on parlait du Pigeonnier parce que c'est une particularité de cette très belle maison qui avait quand même, tout en étant une auberge, ses lettres de noblesse, parce qu'elle avait le droit du pigeonnier, ce qui était normalement réservé aux châtelains, dans les manoirs et châteaux en Normandie. Donc c'est une des recettes de la mère Toutain. Les recettes de la mère Toutain, on a dit saumon à l'oseille, poulet valet d'auge, beaucoup, le pigeon, mais qui a été très souvent remis à l'ordre du jour par nos différents chefs, les langoustines, le homard. Voilà. Donc, pour cet espace, la mère Toutain s'en va. Monsieur Schall fait faire des restaurations, des rénovations, et l'hôtel va réouvrir. Cette auberge va réouvrir en 1872. Et là, par contre, elle était confortable jusque-là. À partir de ce moment-là, elle va être luxueuse. Et à partir de là, il va y avoir toute une clientèle. Alors, il y avait déjà une clientèle argentée qui venait, mais pour déjeuner. Après, ils allaient très souvent dans leur propriété à Trouville ou à l'hôtel des Vaches Noires. L'hôtel des Vaches Noires, qui était un très bel hôtel en 1870, qui était aussi magnifique. Là, il n'y a plus la mère Toutain. Et c'est très embêtant pour les peintres. Ils vont continuer à y venir, mais ils ne sont pas si bien reçus. Ils doivent payer comptant, etc. Alors, c'est beaucoup plus ennuyeux. Ils continuent de venir travailler dans les jardins. Mais du coup, le ressenti est beaucoup moins bon. Ils n'aiment pas. C'est trop ratissé. C'est trop travaillé. Les jardins sont trop travaillés. Et à cette époque-là, les terrasses qui étaient herbeuses vont être recouvertes de dalles. Donc moi, je les ai encore connues, ces dalles. C'était des dalles de Bourgogne, qui étaient grandes, plus claires, blanc cassé. Ils étaient un peu irrégulières, comme ça, mais qui étaient très grandes. Et quand le bâtiment a été restauré après l'incendie de 2002, alors ça, on n'en parle pas aux clients, parce qu'on ne parle que de choses gaies. Ça, c'est une chose triste qui nous est arrivée en 2002. Et heureusement, toute cette belle structure a survécu. Mais du coup, dans la restauration qui a été faite du salon ici, il y a eu des travaux, vous imaginez, à l'extérieur. Et donc, plutôt que de remettre les dalles, on a remis ces dalles en pierre bleue de Belgique, qui sont, pour les architectes, en rapport avec le bâtiment bleu. Les deux sortes d'ardoises que vous avez ici. Il y a deux couleurs d'ardoises. Il y a une verte et une bleue. Et les bleus, on les trouvait facilement. Dans les années 80, lorsqu'il a fallu faire cette restauration qu'a fait le papa Roland, le grand-père de Paul.
La Verte, elle était très compliquée. Elles viennent de carrière en Bretagne. Et heureusement, ce sont des métiers que les jeunes ont repris et qui sont en plein redéveloppement aujourd'hui. C'est une très belle chose d'ailleurs. Donc dès qu'il a pu retrouver les vertes, parce qu'il voulait pas, il ne pouvait pas changer, il ne pouvait pas remettre que des bleus. Dès qu'il a pu retrouver l'exact vert, il l'a remis. Donc ces façades ont été restaurées en 89. Et les architectes en 2002 ont voulu, pour rappel à la douceur du bleu et du vert, mettre cette pierre bleue de Belgique. Là, voilà, vous avez cette histoire-là. Ça, ces terrasses-là, c'est terrassé depuis 1872. Donc, les peintres vont moins venir, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une clientèle très prestigieuse qui va venir ici, et qui n'a finalement jamais cessé de venir. Dans le bâtiment qui est à côté, dans le salon qui est à côté, au Pigeonnier, vous avez un grand tableau qui représente l'entrée de la ferme Saint-Siméon. Vous avez dû tous le voir. Il est peint par Dillet. Ça a été peint en 1982 par ce peintre Dillet. Je ne sais pas si tu l'as connu, toi, Annabelle, cet homme-là. Annabelle a sa famille qui est en Fleurès depuis... Voilà. Et donc, moi, je l'ai connu. C'était un gars extraordinaire. Et il peint l'esprit de ce qu'était la ferme Saint-Siméon dans les années 20. Donc ça, pendant toutes les années folles, ça va être le rendez-vous de beaucoup d'artistes, etc. Mais en fait, ça n'a jamais cessé. Hein. Pour ceux qui n'ont pas consulté le livre d'or que le grand-père de Paul a mis en place, je vous invite à le faire, parce que c'est important que vous connaissiez le livre d'or. Sur 30 ans... Sur 35 ans, je l'ai fait signer, ce truc-là, pendant 20 ans. J'ai rencontré toutes les stars possibles et imaginables, les ministres, etc. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir ce livre d'or, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes de cinéma, des gens assez extraordinaires, avec qui il y avait un vrai échange. Oui, Andrew? J'ai vu ce livre. Il est normalement... Alors, ça fait un moment que je ne suis pas venu. Il est exposé sur le coffre que vous aviez derrière. Je ne sais pas, Perrine, il n'est plus là? Il est où? C'est une très bonne question. Alors, il y a une personne qui doit l'avoir, c'est David. Donc, c'est important que vous l'ayez pas... Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Alors, je trouve important, parce que c'est l'histoire de votre maison, c'est votre maison, c'est important que vous puissiez le consulter, ce livre-là. Il faudrait l'avoir, que tu l'aies pendant au moins 48 heures, si vous ne voulez pas l'avoir. Mais tu pourrais l'avoir dans ton bureau maintenant, derrière. Parce qu'en fait, c'est plus... Si c'est David qui l'a, il l'a dans la maison qui est à côté. Ça n'a pas tellement de sens. Si vous avez quelqu'un qui arrive, c'est tout de suite, quoi. À mon avis, c'est plus Perrine qui devrait l'avoir, Paul. Je ne sais pas ton avis. Mais c'est important que vous le regardiez, parce que c'est un beau livre. Il raconte des heures très heureuses ici. Voilà. Elizabeth Taylor... voilà, tous ces gens qu'on a rencontrés, je les ai rencontrés, moi. Elle était rigolote. Et donc, ça fait partie de cette histoire. Donc, les peintres... Tu n'as pas été le mari numéro 9? Non, je n'ai pas été le mari numéro 9. Mais on a parlé de ses crevettes, parce qu'elle avait de la difficulté à les manger. Et donc, pourtant, c'est une Californienne. Et donc, l'histoire, elle ne s'est jamais arrêtée, bien sûr, aux impressionnistes. Bon, après, les impressionnistes ont continué à venir ici, bien sûr, puis les post-impressionnistes, comme on vient d'en citer quelques-uns, Grossala en fait partie. Kosmoski, vous avez ce tableau qui est ici, lorsqu'on va vers la réception, sur ce mur qui représente le marché de Honfleur. Et derrière la réception, le grand Kosmoski qui représente ces dames à Deauville, au bord de la plage. Donc ça, c'est vraiment aussi, la touche est très impressionniste. Vous remarquez qu'on voit toute l'élégance de ces dames avec leur chapeau, mais on ne voit pas leurs traits. C'est une vibration. Voilà. Ben, je crois vous avoir raconté le plus, voilà, sans vous saouler davantage. Oui. Excuse-moi, comment elle s'appelle cette salle? Quelle Comment salle? s'appelle cette salle? L'estuaire. L'estuaire. Elle s'appelle la salle de l'estuaire parce que elle est sur l'estuaire. Ça, c'est pas la famille Bolen qui l'a inventé, ça sont des traditions, comme on voit partout en France, dans les régions. Il y a une tradition dont on oublie l'importance, qui est super, super importante, c'est la tradition orale.
Il y a la tradition écrite, ce qui se transmet par l'histoire, et puis la tradition orale qui est aussi considérée par les conservateurs ou les hautes personnalités de l'art aujourd'hui comme étant une source d'information absolue. Alors, par rapport à cela, cette tradition orale, on aurait pu jouer sur le fait que ça, beaucoup d'hôteliers auraient fait. Ils auraient, au lieu de mettre des numéros de chambre, ils auraient mis des noms aux chambres avec le nom de tous ces peintres. Et il y en a une tripotée qui sont venus. Donc on aurait pu avoir la chambre de Sisley, celle de Yonging, celle de voilà, tous ces peintres. Et vous remarquerez qu'à la ferme Saint-Siméon, c'est pas ce qu'on a fait. Parce que pour la vérité historique, Sisley n'a pas dormi à la 11, mais il a dormi à la 11, puis à la 12, puis à l'intérieur, à la 21. Enfin, ça, c'est l'ancienne numérotation, ce qui est actuellement la 21-22. Ils ont dormi un peu partout, sauf 2 peintres, dont on sait par les écrits qu'ils ont toujours dormi dans ces mêmes chambres. C'est Monet avec la lumière traversante. Ça, vous pouvez le dire au client, il faut même le dire au client. Vous ne devez jamais emmener un client à la chambre 22 ou à la chambre 19 sans le lui dire. Parce que c'est par respect pour l'histoire. Et puis c'est extrêmement agréable à entendre que vous allez coucher dans cette chambre-là. Pourquoi Monet, elle n'est pas haute, la chambre. Il n'y travaillait pas. Hein. Monet, lui, travaillait dehors. Et essentiellement, il ne travaillait pas dans la 22. Mais il aimait cette chambre à cause de la lumière traversante. Et la 19, qui est celle de Corot, ça c'est aussi la tradition orale qui vient depuis le 19e siècle. Hein, moi, quand je suis arrivé ici, et le précédent couple avant la famille Bolen, c'était la famille Goulet, monsieur et madame Goulet, aussi, on se transmettait ce savoir. Ici, Corot, mais très simplement pour une belle raison, que lui, il travaillait à l'intérieur, il avait cette grande ouverture qui est unique à la ferme Saint-Siméon. C'était donc pas sa chambre, c'était son atelier dans lequel il logeait. Moi, j'ai un beau-frère qui est artiste peintre, il a un grand atelier, son lit est un lit en fer dans l'atelier. Ces artistes, c'était aussi cela. Donc ça, c'est 2 vérités historiques que vous devez dire aux clients. Pour le reste, voilà, ils ont logé partout. Et intéressez-vous donc vraiment à aller voir le musée Boudin, parce que le musée de Boudin raconte l'histoire de Honfleur, mais il raconte l'histoire de la ferme Saint-Siméon et de ses rencontres. Beaucoup mieux que je ne peux le faire. C'est plus intéressant. Ça, c'est une petite base que vous venez de voir ici. Voilà. Et puis, quand vous avez des demandes, vous aurez, c'est rare, mais ça arrive, des demandes de clients qui vous disent « Est-ce que je peux peindre ?» etc. Bien sûr, on dit toujours oui. C'est pour ça qu'avec la famille Bolen, on a voulu créer cette expérience unique de pouvoir peindre en situation pour nos clients. Ce qui est très intéressant, je savais que ça se produirait, mais alors de le voir lorsque j'ai le retour, ça me fait un immense plaisir, avec des enfants ou pas des enfants ou des adultes, des gens qui ont un talent qui se révèle. Aujourd'hui, vous êtes à la réception de la ferme Saint-Siméon, mais vous avez en vous des talents que vous ignorez, pour certains, que vous ignorez, et qui sont absolument merveilleux. Et c'est les expériences de la vie que vous allez faire, ça c'est le vieux qui parle, qui vont vous dire, tiens c'est vrai, oh, j'adore ça, et ça peut devenir une passion. Et nous on a voulu vraiment créer cette expérience de peinture à la ferme Saint-Siméon. Donc on a commencé avec Gervaise. Après, je n'ai plus continué avec Gervaise, je peux vous dire pourquoi, parce qu'elle était très artiste dans sa façon de vivre, et donc elle est tombée amoureuse d'un Marocain, et elle passe 6 mois ou plus de l'année au Maroc. Moi, je dois ici pouvoir... je ne peux pas créer de frustration. Ça, c'est le concierge maintenant qui parle. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus affreux que dire, vous m'envoyez en réception ou au Résa, est-ce que vous pouvez contacter Madame Dupont qui voudrait un cours de peinture? Moi, je ne peux pas envoyer quelque chose de merveilleux et à quelqu'un qui je vais dire, ah ben non, finalement, il ne sera pas là. Alors, évidemment, ça se produit, mais ça doit être le minimum. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai recruté par le hasard le plus complet,
C'est d'ailleurs le hasard qui fait très souvent très bien les choses. Un jour où Jean-Marie, Paul, toute la famille ont rencontré avec Aurélie un artiste qui est écrivain, qui leur a fait faire une petite visite de la ville. Et d'ailleurs, je crois que ce serait assez intéressant que j'organise avec vous une visite de la ville avec mon guide. Je pense que ça vous donnerait, sur le plan personnel, une très très belle idée de la ville de Honfleur. Parce que vous savez que vous vivez dans une merveille. Mais d'aller dans les détails de ces anecdotes historiques, c'est très très intéressant. Je crois que je devrais faire ça. Déjà pas. Je crée le truc, c'est bon. Non mais moi, on va mettre ça en place. Perrine, tu as raison, il faut mettre des dates là-dessus. Parce que sinon, on dit, ah oui, on va le faire, puis on ne le fait pas. Et le guide, c'est qui? C'est Laurent? Oui, alors moi je travaille avec Laurent, j'ai donc rencontré Laurent, et c'est une histoire de rencontre. C'est mon job de concierge que j'essaie de bien faire. C'est d'abord est-ce que le mec il me plaît? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est attractif, attrayant dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il a la passion? Est-ce qu'il va être là à regarder son heure? Est-ce qu'il va dérouler un savoir ou s'adapter à chaque personne? Donc mes exigences en matière de prestataire de service, elle est très très haute. C'est sur le plan humain que je suis le plus difficile. Je veux qu'on soit bien pendant ce temps-là. Et bien, c'est ce qui nous arrive avec Laurent. J'ai donc recruté Laurent. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas l'habitude, je sais bien, il a donné des conférences, bien sûr. Il est écrivain, il est journaliste, il est peintre. Beaucoup de choses. Hein. Je dis, tu as donné des conférences en région parisienne, etc. Mais moi, j'aimerais bien que tu t'occupes de mes clients sur cette base-là. Il est issu d'une des plus anciennes familles de pêcheurs de Honfleur. Donc, il a un regard sur Honfleur qui est extraordinaire, et c'est cette expérience que je voudrais bien que vous fassiez. Il a toutes ses cordes à son arc, c'est un artiste, et je me suis entendu pour qu'il me dise oui autant que possible. Il a sa petite maman qui vit dans le Midi, en Provence, donc il y va de temps en temps, mais quand il y va, c'est jamais plus d'une semaine, donc ça n'impacte pas mon client. Et je ne peux pas le remplacer, je ne le souhaite pas. C'est-à-dire, il est unique, lui. Je ne vais pas retrouver son pendant. Je trouverai peut-être un autre guide. Vous savez, c'est facile à trouver, un guide lambda. Moi, je ne veux pas un guide lambda. Je veux qu'ici, les clients de la ferme Saint-Siméon, ils fassent vraiment des expériences très haut de gamme, dans la qualité, dans la passion, dans... Voilà. Donc, Laurent, je crois qu'on va faire ça. Tu veux? Surtout, ce qui me fait dire ça, c'est que vous êtes tous là aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça veut dire que vous êtes intéressés. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ça pour tout. C'est-à-dire, petite info de concierge. C'est bien de temps en temps de se dévoiler à ses collègues. C'est ça pour tout. L'expérience sulky, avec les chevaux, c'est une histoire de passion. Ça, c'est un couple. Il est le propriétaire d'une très grande carrière. Son job, c'est les carrières et restauration de bâtiments historiques. Mais il a 22 hectares ici, qui lui viennent de sa grand-mère. Il a la passion des chevaux. Paf, il a tout envoyé péter. Il a laissé sa carrière et il s'est installé ici pour faire cette expérience sulky. Voilà. Ça, c'est un type extraordinaire. Moi, c'est mieux qu'une promenade à cheval. C'est bien une promenade à cheval. Une promenade à cheval, on peut faire partout. Avec l'expérience en sulky, vous faites un remake de Vincennes. C'est génial. C'est des Ferrari. Vous avez des lunettes, vous avez le casque et vous faites une expérience de ouf. Avec ça, vous pouvez le faire que vous sachiez monter à cheval ou pas, puisque vous avez le driver. Le driver, c'est le jockey sur le sulky. On parle de driver sur les courses attelées. Ça aussi, je vous invite à aller regarder une course parce que ça fait partie de l'histoire de notre Normandie, les chevaux. Et course attelée, course montée, et je vous recommande beaucoup l'hippodrome de Clairefontaine, qui est très haut de gamme, mais qui est familial, c'est sympa, plus que l'autre qui est plus bling-bling, un petit peu plus Deauville, voilà. Donc je vous encourage à ça. Et ça, c'est bon pour tous mes prestataires. J'ai une photographe qui est comme ça, qui est une passionnée, elle peut accompagner mes clients à la journée, ou pour 2 heures, ou pour 1 heure. C'est une expérience extraordinaire. Avec elle, j'ai négocié les prix les plus bas. Alors là, je l'ai arraché. C'est génial, le prix que j'ai pu obtenir, parce que c'est assez cher. C'est pas parce que nos clients ont des sous que c'est une raison de ne pas calculer les prix au plus juste. Je trouve que c'est bien de pouvoir dire, tu as du fric, mais moi je ne vais pas t'en faire gaspiller. Moi, mon but, c'est que tu passes un moment extraordinaire.
Voilà, et ça, c'est bon pour tous mes prestataires. Et c'est une histoire de passion. Et c'est la même chose pour les taxis. Les taxis, il vient un jour avec son épouse, je le rencontre ici, Arthur, et il m'explique tout ce qu'il a fait. Sa formation Chabé, pour ceux qui ont travaillé à Paris, dans l'hôtellerie, Chabé, c'est la location de chauffeurs de grande remise. La grande remise, c'est pas le chauffeur de taxi, c'est le chauffeur privé avec la limousine. C'est la grande classe. La maison Chabé, c'est la plus ancienne de Paris. Elle date de 1920. Elle a été créée en 1920. Lui, il a fait ses classes chez Chabé. Mon but avec lui, donc évidemment, j'ai calculé les prix comme ça. Mon but, c'est que le client fasse l'expérience de la grande remise, mais au prix du taxi. Donc le prix du transfert pour Deauville à 50 €, là, c'est un truc qui n'a pas changé depuis plus de 10 ans, hein, le prix. Hein. Donc c'est ça le but du jeu, c'est voilà, il y a tous ces chauffeurs, que ce soit Yves, Gilles, Georges, et c'est une histoire de passion. Le client fait une expérience de confort, de luxe et surtout d'échange. Donc il peut être top pour emmener des clients sur un prix de taxi à la journée, faire des expériences sur les terrains où ils sont passionnés. Quoi ? Les plages de débarquement, les villages du Pays d'Auge, Étretat, Rouen. Très souvent, je fais les deux. Je fais aussi des forfaits pour les clients qui arrivent à Charles de Gaulle avec 3 heures ou 2 heures d'arrêt à Rouen, ou à Giverny, ou à Étretat. Et c'est tout ça au prix taxi. C'est une question de passion, le moins cher que l'on peut, et la passion. Voilà. Je reste disponible pour tous ceux qui ont des questions. Vous aurez mon adresse mail. Vous pouvez si vous pensez à quelque chose, vous reviendrez vers moi. Mais je vous remercie d'avoir été là. Ça, pour moi, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire ça, c'est tout le monde est très intéressé par la maison. C'est Baba, moi. Hein. C'est la maison. Donc un grand merci. Merci. Histoire que j'ai oublié de vous dire, qui est charmante, c'est que derrière, on n'a pas été dans le jardin de permaculture de ce qu'a fait Paul. Là, si tu veux, tu as ça, c'était l'ancien potager de la mère Toutain. Oui. Ça, c'est véritable. D'accord. Et grand, hein, bien sûr. Et dans cette cabane qu'elle a, elle existait la cabane. C'était la cabane du jardinier. Oui. Le jardinier logeait à l'étage et en dessous, c'était clos. Et il y avait un cochon. C'est d'une ferme. Elle est autonome, sauf pour tous les produits de la mer. D'accord, on est d'accord. D'accord, oui. Donc il y avait un cochon. Le cochon s'appelait Oscar. J'adore. Chaque année, le cochon partait. Chaque année, il y avait un nouveau cochon qui s'appelait Oscar.